Nickel. Bon, bah, on va se lancer dans cette petite review du marché selon des angles, finalement, que j'utilise un peu moins. C'est vrai que je me suis rendu compte que récemment, j'utilise souvent les mêmes métriques parce qu'elles me permettent d'avoir un axe global et que ça permet d'avoir une répétition aussi pour vous mentale, histoire d'intégrer les notions. Mais bon, c'est bien d'avoir un petit peu de variété et de repartir sur des choses qui sont parfois un peu plus, un peu plus traditionnelles, parce que ça peut avoir son avantage. Et là, pour le coup, ce que je vous présente, c'est absolument pas de la donnée on-chain. On peut même pas dire que c'est vraiment de la donnée d'analyse technique, je ne sais pas comment ça pourrait se qualifier, c'est la donnée de prix, simplement, voilà, c'est juste ça. Et c'est un graphique qui permet de mesurer la performance du BTC depuis son halving. Donc, ce qui m'intéresse ici, c'est surtout la partie de la tendance baissière sur laquelle on est actuellement. On avait déjà comparé les performances haussières du BTC vis-à-vis de ces cycles. D'ailleurs, j'avais donné une target de prix qui était absolument abusée. J'avais parié sur les 150 000 à peu près en faisant des multiples vis-à-vis des cycles précédents. Au final, on est allé jusqu'à 120. Donc ma prédiction, c'est pas relevé exact. Mais dans l'ensemble, si on observe depuis les 2 derniers cycles, on a une cyclicité, on a une temporalité intéressante dans le sens où les tendances baissières à long terme, les bear market, durent à peu près 360-370 jours, hein, à peu près 1 an, grosso modo. Que ce soit en novembre 2021 où on commence le bear market au niveau des 18 000, 20 000 $ pour, non, c'est pas 2021, je dis une bêtise. Ça, là, on est en 2017, pardon, à ce moment-là. On est en octobre 2017, on va baisser jusqu'aux 3 000 ici, on passe de 20 000 à 3 000, on en a à peu près pour 1 an. Ici, pareil, en novembre 2021, on baisse, on baisse, on baisse, on baisse, on commence en tout cas, et ensuite ça se finit aux alentours de novembre, décembre, janvier 2022. Et pour la tendance qu'on vit actuellement depuis octobre, bah, ça s'est initié en octobre, effectivement, et là on est le 14 mai, donc ça fait quoi? Je suis pas très bon pour les mois en vrai. Octobre, novembre, décembre. Ça fait 8 mois. Bon, vous me corrigez si je dis une bêtise, mais ça fait 8 mois, donc ça fait pas tout à fait 12 mois. Ça, il en manque un petit peu et ça se voit, hein, graphiquement, c'est tout bête, mais typiquement, on n'est pas sur une longueur de bear market traditionnelle et il me semble que d'ailleurs j'ai des records sur le cycle précédent. Voilà, je vais les mettre à titre d'observation. Tac. Ils ont pu durer un peu plus longtemps parce que le marché n'était pas aussi mature, il n'y avait pas autant de liquidités. C'était vraiment les premières années, les premiers cycles de Bitcoin. Le marché était vraiment, vraiment très, très différent. L'élasticité du prix était beaucoup plus élevée. Aujourd'hui, on a un marché qui a maturé avec les cycles et qui, du coup, a tendance à avoir une nature de prix bien différente. On voit d'ailleurs la différence de performance graduelle qui baisse au fur et à mesure des différents cycles, les 5 cycles qu'on a pu connaître jusqu'à présent. Et donc, dans l'ensemble, un truc qui me titille en ce moment, malgré l'action de prix qui est particulièrement curieuse et intéressante, eh bien, c'est le fait que si jamais le bear market il en est à ce stade-là, il a fait vraiment beaucoup plus court que les 3 bear markets précédents et 6 mois, c'est vraiment pas la dimension d'un bear market standard, sachant que c'est à peu près 1 an. Donc sur les projections que j'avais proposées vis-à-vis de la clôture du bear market en novembre, pour l'instant, ça reste possible. Il faudrait encore une fois, moi j'attends un prix aux alentours des 50 000, à peu près en dessous du prix réalisé. Mais le contexte actuel me force à revoir cette vision et à me demander si finalement ce cycle il peut être différent. Il faut être capable de remettre en question une thèse si on se rend compte que les données empiriques la questionnent. C'est tout à fait normal. Et vis-à-vis des 2 cycles précédents, on se trouverait à peu près sur les dernières phases de capitulation, ce que j'appelle moi la capitulation temporelle, c'est-à-dire qu'on a une capitulation de prix en 1 ou 2 vagues la plupart du temps qui va amener la rentabilité du marché d'abord à court terme à se faire dégrader très fort, ensuite une deuxième fois qui va défoncer le sentiment de marché, enfoncer encore plus la capitulation des investisseurs à court terme et commencer à entamer la rentabilité moyenne, voire la rentabilité des investisseurs à long terme. À partir de ce moment-là, il y a déjà une opportunité d'achat qui s'est créée parce qu'on a au moins une performance de moins 50% sur les 3 derniers cycles. En tout cas, c'est exactement ce qui est passé. 120 000 à 60 000 grosso modo pour les derniers mois. Et à partir de là, comme on a une première opportunité, il y a déjà une petite pression d'achat qui commence à s'exprimer. La volatilité baissière se tasse un petit peu et on a une période de disette, de prix un peu lent, ce que j'appelle la capitulation temporelle, qui ensuite, du coup, fait suite à la capitulation de prix. Cette capitulation temporelle, elle est là pour épuiser les entrants qui sont arrivés là. On va les faire bourlinguer pendant plusieurs mois avant vraiment d'avoir une rentabilité qui sera sérieuse. Et surtout, ça va permettre aussi de tester la conviction des investisseurs à long terme avec potentiellement une dernière capitulation qui vient générer des prises de pertes à long terme ainsi que locales à court terme, qui sont les marqueurs d'un bottom de bear market. Pour l'instant, pour le cycle actuel, on a
pas du tout ce type de marqueur. On a eu de la capitulation à court terme comme c'est censé l'être, il y a pas eu de souci, mais on n'a absolument pas de capitulation à long terme, avec en plus du coup une dynamique qui est très, très courte, même s'il y a un rétablissement qui est assez intéressant actuellement. Je ne sais pas ce que ça va pouvoir donner. Donc je suis assez curieux vis-à-vis de tout ça. Le fait de me projeter sur le côté temporel et de savoir aussi que les différents éléments de la fin d'un cycle de bear market qui a été fait pour les 4 fois, parce que autant l'aspect temporel, il est pas respecté pour les 4 derniers cycles exactement parce que ça varie et tout. OK, le marché était différent. Autant le comportement des investisseurs à long terme et court terme sur tous les cycles précédents, il est exactement pareil. Et donc pour ce cycle-ci, bah, ce serait surprenant que ce ne soit pas le cas. Après, moi, je suis tout à fait OK ouvert avec le fait que le marché puisse changer de nature, évoluer à travers le temps, notamment parce qu'on a un cycle qui est particulier, l'institutionnalisation, beaucoup plus de capitaux sur les marchés futurs, ce qui crée une action de prix parfois un peu inorganique. Donc je veux bien croire que les comportements plus ou moins naturels et rationnels qu'on a eu durant les premières années, la première phase de maturation de Bitcoin, puissent varier et se transposer dans d'autres choses ensuite. Si c'est le cas, on est à une espèce de nouvelle ère et de nouvelle aube de l'étude du marché du Bitcoin et des données on-chain, et donc il faudra adapter les interprétations en fonction. Enfin, pas non plus suranticiper tout ça, mais il n'est pas du tout inenvisageable que ce soit quelque chose de... Enfin, c'est pas déconnant en vrai comme idée. Une autre perspective, je vais vous montrer la même chose, mais juste un petit peu d'une autre façon. Voilà. Ici, c'est la performance du prix du BTC depuis son précédent ATH. Donc là encore, on a les 3 cycles. Je vais quand même mettre les autres à titre informatif. Je ne les mets pas d'habitude parce que ça écrase les données. Ouais, je crois que c'est pour ça. On va voir si peut-être comme ça le fait. Je suis pas sûr. Je suis pas sûr. Non, c'est juste pas lisible. Donc je sais pourquoi je les ai enlevés maintenant. C'est bon. Super. Alors ici, on va retrouver les 3 derniers cycles avec encore une fois, comme je l'avais précisé, mais quasiment tout au long de l'année 2025, hein, bah, la très forte similarité qu'on a connue en termes temporels entre, bah, l'époque 3 et l'époque 4, et donc l'époque 5 dans laquelle on se trouve maintenant, eh bien, elle en est vraiment, vraiment loin. On a encore à peu près, 4 mois, un peu plus peut-être, de bear market si jamais il fallait respecter la dynamique des cycles précédents. Surtout, il faudrait que cette capitulation temporelle, eh bien, finisse par échouer parce qu'elle a échoué sur chacun des cycles précédents, qu'elle finisse par réintégrer du coup que le prix, bah, bute un peu sur cette zone malgré le fait qu'on est en train de tester le prix réalisé d'investisseurs à court terme, ce qui est un signal très positif, hein. Si vous vous souvenez quand même de ce que je dis dans la vidéo d'analyse publique, il faut en soi, le scénario de Dead Cat Bounce et de retour en dessous, il est toujours possible. D'un certain point de vue, de ce point de vue temporel-là, en tout cas, ça reste, c'est potentiellement favorisable. Donc c'est quelque chose à prendre en compte, c'est pas nécessairement la donnée la plus pertinente pour certains, ce sera à vous de juger de ce que vous kiffez. Moi, j'aime bien regarder un petit peu les références temporelles des cycles précédents, à titre indicatif. C'est pas nécessairement quelque chose sur lequel je base ma prise de décision. Je vais beaucoup plus utiliser les données de rentabilité et de prise de profit-perte. C'est là que vraiment on voit la signature comportementale des investisseurs. Là, on voit seulement l'ombre, la conséquence du prix de la décision des investisseurs. Donc, c'est pas tout à fait pareil. Mais bon, c'était une bonne mise en bouche et voilà, ça permettait de rappeler que ce cycle, si jamais il se comporte de manière haussière dans les prochaines semaines, eh bien, il nous aura fait de belles feintes, premièrement, et surtout, il aura été vraiment très, très différent de tous les autres et ça marquera bah, du coup potentiellement une nouvelle page dans l'histoire de Bitcoin. Donc ça reste à voir. Mais c'est une perspective que je voulais comme vous présenter. Ensuite, maintenant qu'on a parlé de tout ça, on peut parler un petit peu des questions de rentabilité à court terme et à long terme du marché pour voir un peu où est-ce qu'on se situe parce que ça fait quoi? Ça fait maintenant 2 mois qu'on a fait la capitulation au niveau des 60 000. Le prix, s'est stabilisé, a créé quasiment un double bottom en W et maintenant il est en train de tester des résistances haussières, potentiellement de les franchir. Où est-ce qu'on se situe au niveau de la rentabilité des investisseurs à court terme? Eh bien, le pourcentage d'offres en profit des investisseurs à court terme, qui est un indicateur que vous connaissez, j'en profite, petite parenthèse, si jamais vous voulez que je m'arrête sur un indicateur en particulier pour faire des rappels un peu plus précis, vous me le dites dans le chat. Moi, je regarde le chat. D'ailleurs, je vois que Nico vient d'arriver. Salut Nico, j'espère que ça va bien. Et voilà, si vous avez quelques questions ou si vous voulez que je m'arrête sur un graphique en particulier à un moment, vous me le dites. Je vais essayer de checker le chat un petit peu toutes les 5 minutes, histoire de ne pas vous louper. Donc, je ne reviens pas nécessairement sur la construction et la définition du prix réalisé d'investisseurs à court terme. Je considère que c'est acquis pour vous. C'est assez lisible dans tous les cas dans le graphique. Là, vous avez la donnée, vous avez les différents marqueurs statistiques qui vous permettent d'identifier les moments où c'est très très bas, où c'est très très haut. Du coup, les risques haussiers, oui, les risques haussiers entre guillemets en tant qu'opportunité d'achat ici, et les risques baissiers en tant qu'opportunité de vente ici, en haut. Et donc, ce qui nous intéresse, je vais zoomer un petit peu,
c'est la dynamique récente. On va peut-être passer l'échelle en linéaire pour être un peu mieux. Voilà, c'est magnifique. Bon, je vais devoir le faire sur tous les autres graphiques, mais c'est pas grave. Alors, ce qui nous intéresse ici, c'est que avec les 2 capitulations qui, bah, du coup, constituaient la phase de capitulation de prix dont je vous parlais il y a 5 minutes à peine, on a eu du coup des, pourcentages, d'offres, en profit des investisseurs à court terme qui étaient statistiquement bas. On est passé en dessous des 10 à chaque fois. On est passé quasiment aux alentours de 1 sur plusieurs marqueurs, sur plusieurs périodes et ça, c'est des moments où même si la volatilité baissière fait peur, eh bien la prise de perte, le sang dans les rues de la part des investisseurs à court terme est tellement importante que, eh bien personnellement, maintenant moi j'ai automatisé des petits achats réguliers où je récupère la donnée et je me dis: «Bon, bah, à chaque fois que c'est en dessous de 5, à chaque fois que c'est en dessous de 2, à chaque fois que c'est en dessous de 1, bah, j'achète un petit peu en spot et du coup, c'est incrémental. Plus c'est bas, plus le volume est élevé. Ça permet du coup de ne pas se poser la question en mode: «Oh là là, est-ce que je vais vraiment acheter, le bottom? Est-ce que ça va continuer ou pas?» Bon, l'automatisation le fait pour vous et sur le long terme, dans tous les cas, vous êtes gagnant parce que vous chopez des trucs quand même très, très intéressants en termes de rentabilité. Pour le moment, on a quitté les valeurs basses. On est même surprenamment retourné plutôt vite au cours du mois d'avril sur la moyenne qui est située aux alentours des 55 d'offres en profit pour les investisseurs à court terme. Et là, actuellement, on se situe aux alentours des 60. Donc, on est passé de 24 à 60 en l'espace de à peu près un mois. C'est une reprise très, très rapide qui est à peu près similaire à celle qu'on avait connue aux alentours d'avril 2025. Donc en fait, on a une temporalité ici aussi locale qui est assez rigolote parce que sur les 2 cas, sur les mêmes mois de l'année, en fait, on a eu une reprise de ces statistiques de rentabilité, du coup de rentabilité latente et de marqueurs de sentiment, latents pour les investisseurs à court terme qui se sont améliorés très, très vite d'un coup, qui ont récupéré leur moyenne et ce qui s'est passé en 2025, c'est que la moyenne a été récupérée et ensuite on a une nouvelle poussée. Une nouvelle poussée qui a du coup ensuite, bah, donné lieu à de nouveaux atterrissages. Donc pour l'instant, calquer et attendre ce comportement sur la période actuelle, c'est pas légitime. Pourquoi? Parce que, bah, simplement, on n'est plus dans la même tendance. Avant, on était dans une tendance haussière avec, du coup, une croissance de la rentabilité, des investisseurs à long terme, court terme, dans l'ensemble. Maintenant, on est après une période de dégradation, donc c'est pas tout à fait pareil. Le sentiment, il a quand même été entamé. On a toujours des résistances qui peuvent servir. On a toujours des positions short qui peuvent pousser pour essayer de liquider longues. Donc on a quand même plus d'embûches maintenant. C'est plus difficile de donner de la force maintenant ou de montrer de la force que ça l'a été à l'époque parce que là, il y avait encore pas mal de confiance. Aujourd'hui, la confiance est beaucoup, beaucoup, beaucoup moins vive. Ça se voit au niveau de l'activité on-chain, il y a quasiment personne qui fait des transactions. Je ne sais pas si vous en faites de temps en temps, moi j'en fais quelques-unes, mais il y a vraiment, vraiment pas de volume. Bon, il y en avait quand même pas mal par rapport, le cycle 2024-25, il y avait quand même des beaux volumes, il n'y en avait pas autant qu'en 2021, mais il y en avait quand même beaucoup et sur le cycle actuel, là, où on en est, vraiment, c'est la ville morte, quoi. Il se passe absolument rien. C'est la ville fantôme et donc ça me fait penser que cette reprise, elle est très surprenante et que, bah, comment dire? Elle a pas autant de probabilité d'amener à une continuation haussière que celle qu'on a connue en 2025. C'est pas nécessairement impossible parce qu'encore une fois, on est au-dessus du prix réalisé d'un investisseur à court terme, donc c'est quand même un marqueur très, très cool. Puis j'ai d'autres données à vous montrer qui sont quand même dans le sens d'une expectative haussière. Mais quoi qu'il arrive, va falloir attendre. C'est à mes yeux, il est un peu trop tôt, pour anticiper quoi que ce soit. C'était très intéressant d'acheter un petit peu plus bas. Acheter maintenant, à mes yeux, c'est un peu risqué parce qu'il y a quand même pas mal de probabilités qu'on ait au moins un rejet qui vienne retester les 75 000 au minimum, parce qu'il y a quand même beaucoup de liquidités longues et parce que, bah, du coup, cette résistance qu'on a cassée, qu'on a retestée une fois, il est pas du tout impossible qu'on la reteste une deuxième fois. Ça donnerait beaucoup plus de force au mouvement haussier, justement. Donc il faut prendre ça avec du recul. Mais quand même, je trouve quand même que la reprise là, de la rentabilité à court terme, elle est propre et du coup, ça fait que, bah, le sentiment aussi à court terme, il est quand même assez intéressant. Il y a des gens qui ont de l'enthousiasme, même si on a vu, comment dire? Les flux de capitaux, notamment sur la demande spot, sont pas encore satisfaisants à mes yeux. Ils sont quand même présents. On n'a juste pas les volumes suffisants, je pense, mais ils sont quand même présents et ça, c'est notamment dû, bah, à l'optimisme des investisseurs à court terme qui sont là et qui, ont une chance sur 2 en fait d'avoir raison et peut-être d'avoir une cassure haussière et une chance sur 2 de se faire piéger à nouveau et de se faire liquider jusqu'aux 60 000 pour tester une nouvelle fois le bas du range. Ça, c'est pour leur rentabilité latente vis-à-vis de l'offre en profit. Maintenant, si on observe leur rentabilité latente du point de vue de l'investisseur à court terme moyen,
on se rend compte qu'on a aussi des données qui sont assez intéressantes et qui, cette fois, en fait, donnent des marqueurs similaires au cycle des bear markets, enfin, au contexte de bear market précédent, notamment en contexte de bottom. Après, il ne faut pas seulement se fier aux métriques des investisseurs à court terme pour utiliser et pour identifier un bottom cyclique, parce que comme ça s'indique, un bottom cyclique, c'est à long terme et tu ne peux pas juste avoir des marqueurs court terme pour le caractériser. Mais bon, ça méritait d'être indiqué aussi. Le ACH-MVRV que vous voyez ici, donc le ratio de rentabilité latente des investisseurs à court terme, le rapport entre le prix spot du marché et leur prix réalisé, qui est d'accord juste en dessous du prix actuellement spot. Et donc, ce qu'on voit ici, c'est une étude statistique à long terme qui nous permet de définir quelles sont les zones durant lesquelles la rentabilité latente et du coup le sentiment d'euphorie et du coup l'incitation à la prise de profit des investisseurs à court terme est très élevé. Donc ça a quand même historiquement bien marqué les points les points hauts. Et ici, d'ailleurs, on n'a pas eu de marquage de points hauts parce qu'on a eu une divergence entre l'action de prix. Vous vous souvenez quand je vous avais parlé des divergences dans la lecture du MVRV dans la section rentabilité latente de la... Je ne sais plus c'est quel chapitre. Attendez, je vais regarder rapidement. C'est dans le chapitre rentabilité latente. Ouais, c'est ça. Donc le chapitre numéro 4, quelque chose comme ça. Eh bien, on parle des divergences entre le prix, l'action de prix et le fondamental on-chain. Donc, je vais mettre ça en linéaire pour que ce soit plus lisible. Et ce qu'on peut voir ici, par exemple, c'est un prix qui continue de croître puis qui se met à stagner, alors que la rentabilité des investisseurs à court terme, elle, quand le prix croît, elle stagne, et quand le prix stagne, elle diminue. Et donc ça, c'est déjà un marqueur de ralentissement de l'aspect fondamental à court terme du marché qui est souvent indicateur qu'il pourrait y avoir une dégradation. Et ça n'a pas loupé cette fois-ci non plus. J'en avais parlé à l'époque, il me semble d'ailleurs. Alors, il faudrait, parce que c'était un petit moment, donc j'espère que j'en ai parlé. Si je n'en ai pas parlé, peut-être que vous vous en serez rendu compte vous-même si vous avez effectué cette lecture. Dans l'ensemble, ici, ce qui va nous intéresser, hop, c'est le fait qu'on ait quand même eu une capitulation très, très, pas nécessairement très, très importante, mais qui est tout à fait comparable à celle de capitulation locale majeure qu'on a connue au cours des cycles précédents. Là, je suis sur les 10 dernières années. Le STH SOPR, il est tombé à 0,80. 0,80, ça veut dire que sur une journée, la perte moyenne prise par un investisseur à court terme, elle est de moins 20%. Moins 20% sur une vente. C'est quand même costaud. Et c'est arrivé durant des périodes de capitulation locale assez importantes, notamment aux alentours de mai-juin 2021. On est même descendu à 70 000. Et pour les capitulations à très long terme du marché, donc les points cycliques, en général, on est en dessous des 70 à chaque fois. Ouais, c'est ça, 68 ici pour le plus bas, ici à peu près 66, et ici à peu près 68, 66. On descend même jusqu'à 60, 61. Donc, la capitulation qu'on a actuellement, même si elle est en dessous des seuils statistiques majeurs qui sont définis pour l'étude à long terme, du coup, de la rentabilité des investisseurs à court terme, c'est bizarre comme phrase, mais c'est vrai, eh bien, on se rend compte qu'elle n'a pas généré suffisamment de pertes, elle n'a pas généré assez de pertes pour être caractérisée pour une vraie capitulation de fin de cycle, quoi, de ce point de vue-là aussi. Donc, la rentabilité à long terme, elle est quand même revenue assez haut. Elle est au-dessus de 1, mais elle n'est pas au-dessus de sa moyenne statistique actuellement. Et donc, on pourrait s'attendre à avoir du coup une inflexion ou un test du prix aux alentours, soit des 80 000, soit ça pourrait pousser. Pour qu'on arrive au niveau de la moyenne cumulative à 1,06, il faudrait qu'on soit à peu près au niveau des 84, qu'on franchisse les 83, 84 en général. Et donc, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a une certaine résistance pour l'instant qui est en train de s'opposer au prix sur ces niveaux. C'est parce qu'on arrive sur un marqueur statistique assez important pour les investisseurs à court terme où ils sortent la tête de l'eau. Et à partir du moment où ils sont suffisamment à sortir la tête de l'eau, il peut y avoir un contexte qui force à une prise de décision. S'ils sont suffisamment à être du coup dans cette pool d'individus à devoir prendre cette décision, ça peut influencer l'action de prix à court terme. La décision, c'est quoi? C'est je viens de sortir de la tête de l'eau. Quasiment tous mes copains viennent de sortir à peu près la tête de l'eau parce qu'on est tous sur le prix d'achat d'investisseurs moyens. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce qu'on décide de racheter cette hausse et on a confiance dans la tendance haussière et on se dit que cette fois c'est la bonne et que c'est la fin du bear market? Ou est-ce qu'on n'a pas particulièrement confiance et on préfère vendre maintenant, quitte à limiter les pots cassés un peu, pour être tranquille, ce qui peut générer un scénario de dead cat bounce. Donc ce biais de méfiance-confiance des investisseurs à court terme, durant ce genre de moment, il peut être déterminant parce que les investisseurs à long terme ne sont pas particulièrement
actifs durant ce genre de phase de marché. Ils sont plutôt en train d'encaisser les pertes latentes et d'attendre les opportunités d'achat, mais ils achètent pas ce genre de rebond. Ils achètent au niveau des points de capitulation locaux que je vous ai identifiés précédemment. Ils achètent vraiment la volatilité baissière. Ils vont pas acheter la reprise. C'est pas comme ça qu'ils fonctionnent du tout, du tout, du tout. C'est pas en tout cas c'est pas visuellement, c'est pas ce qu'on voit en tout cas dans les marqueurs de leur comportement. Par contre, les investisseurs à court terme qui ont pris du coup des pertes sur ces niveaux de capitulation précédents, bah, eux, ils vont avoir tendance à un peu à un peu moins anticiper et à attendre, hein, entre guillemets, des confirmations avant de s'exposer. Et ça, pour eux, ça peut être un marqueur de confirmation ou un marqueur de méfiance en fonction de leur biais global. Pour l'instant, on n'a pas particulièrement d'informations, enfin, je ne vois pas particulièrement de comportement qui se dégage de leur point de vue, même au niveau des volumes qu'ils déposent sur les exchanges, soit pour ou les volumes qu'ils retirent, qui peuvent être des proxys d'achat ou de vente. Que ce soit pour les investisseurs à long terme ou court terme, on n'a pas encore vraiment de volume. Je vous le montrerai, je pense, dans la vidéo que je vais publier samedi. D'ailleurs, je ferai un petit tour là-dessus. Attendez, il y a quelqu'un qui toque à la porte. Ah non, c'est mon chat. Excusez-moi, il y a mon chat qui grattait, ça m'a surpris. Et donc oui, les volumes que je vois, moi, vis-à-vis des investisseurs à court terme, n'indiquent pas particulièrement qu'ils ont pris de position, de décision en fonction de: «Bon, bah, est-ce que je vais avoir confiance et acheter maintenant au niveau de ce break? Ou est-ce que je vais plutôt, bah, vendre au niveau de ce break et générer un scénario de cat bounce?» Donc on arrive à un certain point pivot. Je pense que dans tous les cas, ça se voit un petit peu dans l'action de prix qui commence à ralentir, pour essayer de questionner un peu ce qui pourrait se passer. Et bah, de ce point de vue-là, les investisseurs à court terme n'ont pas encore montré particulièrement de décision. Maintenant, on va s'intéresser un peu aux investisseurs à long terme. On va se demander, bah, comment est-ce que ça va de leur côté? Et bah, ça va, je ne sais pas comment est-ce que on pourrait dire ça va pour eux. Ça dépend du point de vue. Si on regarde le graphique comme ça, sans regarder les chiffres, on se dit: «Ouh là là et tout, ça a beaucoup baissé, machin». Oui, d'accord, c'est vrai qu'on a quand même une bonne portion de leur offre, en profit qui a diminué. Mais finalement, on est aux alentours des 68%, 70%. Donc dans l'ensemble, ça va. Après, il y a un biais d'interprétation qui est clair vis-à-vis de cette métrique, c'est qu'elle prend en compte la rentabilité latente de tous les BTC qui sont détenus depuis plus de 155 jours. Et donc, à long terme, dans tous les cas, il faudra que je trouve une manière de l'ajuster à ma façon, parce que ça prend en compte des BTC qui datent de 2011 et qui ne sont pas particulièrement significatifs en termes économiques, parce que c'est des BTC qui ne bougent pas, qui ne font pas partie de la vie des flux en fait, de Bitcoin, et qui du coup n'ont pas une information économique et comportementale significative, ils font que dormir. Donc dans tous les cas, en fait, si on peut les filtrer, ça peut être intéressant. Et je suis en train de chercher des méthodes pour filtrer ça. Glassdoor on a développé, mais elles ne me satisfont pas réellement. Et donc j'essaie de bidouiller mon truc de mon côté. Mais bon, dans l'ensemble, la rentabilité des investisseurs à long terme, elle a quand même pris un sacré coup. Elle est passée de 100% à 70%. Sur les cycles précédents, elle a pu baisser un peu plus. D'ailleurs, je pense que je vais dézoomer sur l'entièreté du marché parce que ça m'intéresserait de voir aussi. On va faire all ici. OK, on va commencer à partir de là. OK. Donc sur les points bas, on a 50%, ensuite on a 56%, ensuite on a 54%, ensuite on a 60% et actuellement on a, plus bas, on est à 68%. Ouais, c'est ça. Donc de ce point de vue-là, à la fois, il y a quelque chose de structurel où la rentabilité des investisseurs à long terme, même pendant les cycles baissiers, elle va quand même atteindre des points bas de plus en plus bas à cause de ce que je viens de vous expliquer. Autant on pourrait argumenter que, bah, la baisse, c'est pas nécessairement suffisante pour au moins atteindre le marqueur statistique bas qui est aux alentours des 63, ce qui est pas du tout déconnant, hein. Du coup, on va à 5% vis-à-vis du point bas qu'on a fait l'autre jour. C'est pas impossible du tout et on pourrait dire que la rentabilité des investisseurs à long terme n'est pas encore assez dégradée pour générer une capitulation majeure du point de vue de leur côté. Et c'est pas déconnant quand on regarde ce qui se passe sur les derniers cycles avec toujours des vagues de dégradation successives par phase de 3. Regardez, ici. Première vague 1, deuxième vague 2, troisième vague 3. Ici. Première vague 1, deuxième vague 2, troisième vague 3, capitulation ici. Ici, pareil. Première vague 1, deuxième vague 2, bon, c'est un peu moins lisible, et troisième vague ici. Et qu'est-ce qu'on a pour le cycle actuel? Eh bien, on a une première vague, ici, entre octobre et novembre. Ensuite, on a une seconde vague, ici, en début d'année, en janvier-février, et c'est tout. Donc là, on n'a pas encore, bah, ça se calque tout à fait, hein, sur le modèle de pensée de capitulation, capitulation, comment dire? Je
perds mes mots, je suis un peu fatigué. Capitulation de prix, ensuite capitulation temporelle et ensuite capitulation finale. À chaque fois, on a eu la capitulation de prix, la capitulation temporelle, la capitulation finale. Là, il nous manque juste la capitulation finale et pour l'instant, elle ne s'est pas encore exprimée et bah, d'un point de vue cyclique, moi je m'attends. En fait, je m'attends parce que, pour être franc, je suis un petit peu biaisé. Voilà, je m'attends parce que je veux un BTC bas. Ça m'intéresserait vraiment de l'avoir en dessous des 50, ce serait vraiment super opportuniste et du coup, bah, j'ai un biais d'espoir baissier. Voilà, il y a des personnes qui se plaignent du bear market. Moi, je trouve que c'est super d'avoir des soldes comme ça. Ça dépend comment est-ce qu'on est positionné aussi, à quel moment on est sorti du marché. Je peux tout à fait le comprendre. Mais dans l'ensemble, à la fois, mon biais me dit qu'on n'en a pas fini et aussi bah, les différents cycles précédents et leurs différentes phases bah, me disent que bah, frérot, il manque une étape. Et pour l'instant, cette étape, elle n'a pas encore été concrétisée. Je serais très très heureux de la voir se concrétiser dans les prochaines semaines avec vous pour vous dire, bah, écoutez, là, c'est vraiment très propre. Donc ici aussi, on se rend compte qu'il manque un ingrédient du coup pour caractériser la fin de cycle baissier, comme ça a été le cas sur le cycle précédent. Au niveau de la rentabilité latente, donc le LTH MVRV, on retrouve quelque chose de très similaire. Après, c'est pas un indicateur, c'est un des indicateurs qui a le moins de ce qui a le plus d'alpha decay. Je sais pas si vous voyez ce que c'est que l'alpha decay. Je vais regarder le chat en plus en même temps. Balabalabalam, ça serait surtout. Ouais, c'est exactement ça. Il y a quand même eu quelques prises de perte des LTH qui dit Nico. Oui, c'est vrai. C'est vrai qu'il y en a eu quelques-unes vraiment locales et plutôt modérées. Je les mentionne pas parce qu'en termes de volume et en termes d'intensité de comportement, elles sont pas du tout caractéristiques de ce qu'on pourrait appeler une capitulation de bear market à long terme. Mais oui, il y en a eu un petit peu. Pour une raison très simple d'ailleurs, c'est vrai que je vais utiliser ça. C'est simplement parce que, regardez, on est resté dans un range entre, en grosso modo, 85 et 110 pendant un an, de novembre 2024 à novembre 2025. Donc une partie de l'offre des investisseurs à long terme s'est située dans cette zone. Des BTC qui ont été accumulés depuis plus de 6 mois, donc forcément, ils ont été considérés comme investisseurs à long terme. Une fois qu'on a chuté sous les 80 et qu'on a vendu ici au niveau des 60 000, eh bien, il y a eu des gens qui étaient dans ce range, qui détenaient des BTC depuis plus de 6 mois, quasiment un an, eh bien, qui ont vendu à perte. Et finalement, ils sont considérés comme investisseurs à long terme et donc leur volume de dépenses ici se différencie de ceux des investisseurs à court terme. Je pense que normalement ça devrait être plutôt clair comme ça si je vous l'explique. Mais ouais, je lis un peu ce que vous dites. Arkanchen qui dit: «Quid si les indices US et surtout le Nasdaq décrochent, ça va sûrement impacter le BTC, il est décorrélé à la hausse, mais pour la baisse, il suit». Ouais, pour le coup, je suis vraiment pas tout ce qui est, tout ce qui est macro et finance tradi. Je sais que ça a une influence, je regarde un peu les vidéos de Vincent Gann pour ça, mais finalement, ça m'est un peu étranger quoi qu'il arrive. Effectivement, c'est plutôt corrélé à la baisse et le rebond qu'il y avait eu il y a quelques semaines sur le SP500 et quelques jours était assez surprenant et BTC a suivi un peu, mais je ne sais pas ce que ça pourrait donner. En plus, là, au niveau géopole, c'est un peu le foutoir encore. Donc, à voir. J'ai pas particulièrement de, j'ai pas particulièrement de ressenti par rapport à ça. Voilà, il me restait quoi? Il me restait un dernier aspect que je voulais vous montrer sur les entrées de capitaux et c'est tout. Je vois que ça écrit encore un petit peu dans le chat. Je vais vous laisser partager vos petites idées et tout. Je vais boire un coup d'eau pour temporiser. OK, nickel. Alors, ATH sur les indices grâce au Mag 7 alors que le reste de la cote, c'est plutôt ça parle chinois pour moi. Mag 7, je sais pas ce que c'est. Sur les indices, j'imagine que c'est des indices traditionnels, de finance traditionnels mondiaux. Je m'y connais tellement pas. En même temps, je suis curieux, hein, j'aimerais beaucoup en apprendre davantage. Beaucoup, beaucoup. Et Nico qui dit que j'adore l'eau, dans 50 ans, il n'y en aura plus. En vrai, si on y pense, quand il a fait ces trucs-là, JCVD, Jean-Claude Van Damme, j'adore l'eau, dans 20-30 ans, il n'y en aura plus. Je crois que c'était déjà il y a 20-30 ans, si on y réfléchit. J'ai pas la date exacte, mais c'était certainement dans les années 2000 ou peut-être les années 90. Je sais pas, je suis peut-être encore, ouais, je suis né un peu dans je suis né dans les années 90-2000 et ça me parle et ouais, ça ferait 20 ans pile.
C'était vers 90, ouais, c'est ça. Bah, le mec 20-30 ans, on a encore de l'eau finalement. Donc bon, écoute, on verra ensuite. Par contre, on n'a pas encore de bottom cyclique à identifier clairement sur Bitcoin. Donc bon, il y a d'autres trucs. J'embraye sur le dernier point. Je vous laisse exprimer vos points de vue dans le chat et puis j'embraye sur le dernier sujet en même temps, puis on checkera ensemble ensuite. Une autre manière qui est assez intéressante pour observer les dynamiques à long terme du cours du BTC, du marché du Bitcoin, c'est d'observer simplement sa capitalisation, je vais dire capitulation encore, sa capitalisation réalisée. Donc le capital investi dernièrement sur le cours du BTC dans sa globalité. Non pas la market cap qui mesure le nombre d'unités en circulation par le prix spot actuel, mais ici c'est le nombre d'unités en circulation fois leur dernier prix d'achat au niveau de leur dernier mouvement, donc leur prix le plus récent, on va dire. Ce qui permet du coup d'indiquer un peu quelle est la valorisation plutôt organique du marché. Donc quand elle augmente la plupart du temps, c'est qu'on a des entrées de capitaux et ça stimule le prix à la hausse. Quand elle baisse, c'est qu'on a des sorties de capitaux, donc des prises de perte la plupart du temps, et que du coup, le prix est en train de baisser. On va dézoomer sur D1 et on va voir que on a souvent, après une période de faible ou de, enfin, comment dire, après une période de diminution drastique des entrées de capitaux et du coup de sorties de capitaux, ici, il y a seulement les entrées de capitaux qui sont indiquées, il n'y a pas les sorties. Mais en tout cas, ce qui est visible, c'est que on peut avoir du coup des petits points pendant les bear markets qui nous indiquent ah bah tu vois, il y a quand même des petites entrées de capitaux là, et ça ne veut pas nécessairement dire que c'est la fin du bear market. Regardez, par exemple, ici, on a encore des entrées de capitaux. Bon après elles font partie du même délire décroissant, mais ici, aux alentours d'avril, après qu'on ait eu une phase de baisse première sur Bitcoin, eh bien, on pourrait croire que oh là là, il y a des entrées de capitaux, il y a des volumes et tout, la capitalisation réalisée, elle augmente. Eh bien, on a déjà de la demande, c'est bon, c'est reparti. Eh ben non, il ne faut pas nécessairement se fier à ça parce qu'ensuite, ça peut redégringoler dans l'ensemble. Et donc, ce qui est visible actuellement, c'est quelque chose d'assez rigolo, c'est qu'on commence à avoir des petites entrées de capitaux ici sur le marché. Ce qui indique du coup qu'il y a de la demande. Même si encore une fois cette demande elle n'est pas particulièrement comment dire, elle est pas assez elle est pas comment dire, j'ai plus les mots, je crois, je commence à fatiguer. Elle est pas elle est pas assez exprimée du côté des exchanges centralisés spot. Elle est un peu exprimée du côté des ETF, mais dans l'ensemble sur ces deux marqueurs spot, elle est pas assez assez évaluée à mes yeux. Eh bien, on a quand même quelques signaux dans ces capitaux et ça peut à la fois être un signe, les gens, commencent à s'exposer et du coup, ça peut être ouais, non, j'hésite dans mon interprétation, excusez-moi, je réfléchis avec moi-même aussi en même temps, c'est la belle chose. Non, ça nous indique clairement qu'il y a eu de l'achat. Est-ce que c'est de l'achat qui vient des investisseurs à court terme, ou qui peut venir des ETF dans l'ensemble? C'est difficile à savoir. Dans tous les cas, ici, quand ça considère le spot, ça considère la globalité du marché spot. Donc non, ça indique simplement qu'il y a des achats. Donc ça veut dire qu'à ce niveau-là, il y a quand même une certaine confiance de la part de certains investisseurs du marché qui sont positionnés sur le spot et qui décident, depuis à peu près la zone des 75 000, 80 000, de s'exposer au marché. Est-ce qu'ils ont raison de s'exposer ou pas? C'est difficile à dire pour l'instant. Est-ce que les volumes de demande sont suffisants pour espérer réellement une hausse? Ils ne sont pas assez suffisants. On peut juste être dans l'expectative. Si vraiment il y a des volumes super élevés, personnellement, je serais beaucoup, beaucoup plus enthousiaste. Mais le fait qu'il y ait des volumes qui sont plutôt limités, du coup, laisse un certain doute et laisse une certaine expectative dans l'ensemble. Mais bon, on commence à avoir des petites entrées de capitaux. Ça peut être quelque chose d'intéressant. Si ça progresse dans les prochaines semaines, imaginons même que le prix continue de baisser. Il est tout à fait possible que le prix continue de baisser un petit peu, mais que les entrées de capitaux continuent. C'est possible, c'est déjà arrivé. Localement, voilà, on peut avoir le prix qui baisse pendant un moment, mais les entrées de capitaux qui continuent. Si jamais on a ce genre de divergence, ce sera très intéressant. C'est-à-dire un prix qui corrige un peu, mais ici les entrées de capitaux qui continuent, ça, ce sera un signal très, très, très constructif. Donc, à voir ce qui va se passer dans les prochaines semaines. Je suis un peu dans l'expectative de ce côté-là. Et enfin, on peut finir cette fois-ci avec le même graphe, le même truc, mais on compare BTC et Ether. Et on se rend compte que autant BTC, on a des petites entrées de capitaux, comme on l'a dit, elles ne sont pas assez suffisantes pour être vraiment super optimistes, mais bon, ok, c'est quand même cool de l'avoir. Autant Ether, il n'y a toujours pas d'entrée de capitaux particulière, il y a même des sorties de capitaux. Donc la préférence des investisseurs pour l'instant, elle est clairement pas sur le deuxième plus gros asset du marché. D'ailleurs, je pense même qu'il y a des gens qui vont commencer à se délaisser graduellement d'Ether et qui vont partir sur d'autres trucs comme le Sol ou d'autres. Mais pour l'instant, à part quelques altcoins,
quelques altcoins isolés, le marché reste structurellement, dans une tendance baissière. Le rebond local qu'on est en train de voir actuellement, il est certes intéressant, il donne beaucoup d'espoir, mais il a clairement pas fait ses preuves du tout, pour l'instant. C'est à peu près comme ça que je pourrais conclure cette vidéo finalement, c'est que le rebond actuel, il est OK, mais en fait, quand on regarde un petit peu sous la surface et derrière le rideau les ingrédients, on se rend compte que, ouais, il y a c'est quand même un peu encrassé, il est pas tout à fait clean, et ça peut laisser une certaine expectative pour les prochaines semaines. Voilà qui fait le tour de ce que je voulais vous présenter. J'espère que ça vous plaira. N'hésitez pas à me donner vos retours. N'hésitez pas aussi à c'est qui a mentionné ça dans le chat? Je sais plus c'est qui. C'est Nico. Alors Nico qui a mentionné dans le chat le rapport de James Check, de Checkmate, qui est un gars que j'apprécie particulièrement, qui a été mon professeur dans mes tout débuts, qui du coup lance de nouveaux produits super intéressants avec des rapports de marché on-chain qui sont beaucoup plus élaborés que ce que je suis capable de faire pour l'instant. Après, il a vraiment un framework d'analyse qui est très particulier, qu'il a bien pensé et qui est très très solide. Donc, je ne vais pas faire le résumé des 34 pages maintenant, mais sachez que le Bitcoin Checkpoint de Check On Chain est très intéressant et qui nuance assez bien les propos que je suis en train de vous présenter avec des dynamiques un petit peu différentes et des angles un peu mieux agrégés. Il a une manière de mettre en forme qui est un peu mieux que la mienne. Moi, je suis obligé de prendre plein de graphiques différents et de vous faire à la suite. Lui, il arrive à mieux les restituer ensemble pour avoir une vue globale. Donc, n'hésitez pas vraiment à aller faire un petit tour. C'est un truc qui est super cool. Ça a été mis dans le chat il y a ce matin, là, non, ouais, vendredi le 8 mai, donc il y a une scène après par Nico, et c'est vraiment très stylé. Donc, merci à toi pour ce petit truc là, c'était vraiment hyper pertinent. Voilà, maintenant que le tour a été fait, je vais checker un peu le chat et voir un peu qu'est-ce que vous avez à dire, hein. Alors, Mag7, c'est les GAFA, Google, Apple, Facebook, Amazon, Nvidia, d'accord. 30 à 50 de l'indice quand même. Ah ouais, d'accord, ça pèse quand même pour au moins un tiers, voire la moitié. Et donc, eux, quand ils pètent, forcément, l'indice, il va péter, mais c'est pas à dire que le reste du marché suit. Surtout sur des grosses structures transnationales bien antifragiles comme ça, bon, qui peuvent avoir des problèmes de législation, de flux, de plein de trucs, hein. Je veux bien, surtout Nvidia, par exemple. Mais bon, ça reste quand même une grosse part qui fait partie des indices. Ok, je comprends mieux maintenant. Super. Ouais, il est vraiment top, hein, Nico, tu dis c'est top. C'est vraiment génial à lire. Il a une manière de décrire en plus qui est super agréable. Je sais pas. C'est pas tout le monde qui arrive à bien manier l'anglais. Bon, après, c'est un natif, hein, c'est un Australien. Mais c'est pas tout le monde qui arrive à bien manier l'anglais pour raconter une histoire. Et finalement, la Listen Chain, c'est un petit peu du storytelling quand on arrive à un certain point dans l'analyse on chaîne et que tu comprends ce que tu vois, l'important c'est surtout de le restituer et de le restituer d'une manière soit ludique, soit allégorique à ton public pour arriver à apporter un biais de compréhension qui soit plus élevé, quitte à arrondir un petit peu les angles. Et lui, il le fait de manière vraiment, vraiment, vraiment très propre. Très, très propre. Je me suis beaucoup inspiré de lui. Maintenant, j'ai ma propre identité qui diffère pas mal, puis on n'est pas tout à fait aligné sur les marqueurs qu'on utilise et les façons de construire les modèles. On a des trucs qui sont parfaitement complémentaires, par contre, donc c'est cool. Ça fait plaisir d'avoir des signaux parfois concomitants et parfois qui sont différents, mais qui, quand on les recoupe, se vont bien. Et donc, n'hésitez pas à lire ce petit truc-là, où vous prenez le PDF, vous le foutez dans un truc qui en fait un livre audio et vous le tapez en livre audio. Bon, il n'y aura pas les graphiques, donc ce ne sera pas aussi parlant, mais moi, j'aime beaucoup faire ça aussi. Donc, n'hésitez pas. Voilà, c'était pas mal comme ça. Merci beaucoup d'avoir été présent, c'était super cool encore une fois comme live. Je vous laisse le mot de la fin ou si vous voulez, peut-être rebondir sur un dernier sujet ou quelque chose, vous me dites. On a encore, on a fait 50 minutes, on n'est pas tout à fait à 1 heure, donc il nous reste encore un petit peu de temps. Je vous laisse me dire si vous êtes satisfait comme ça ou si vous voulez qu'on élargisse un peu encore. À vous de me dire. Je vois que Nico est en train d'écrire, je vais attendre. Allez, dites-moi. Dites-moi tout. Alors, est-ce que je peux vous montrer ce que je suis en train de faire moi de mon côté? Hop, hop, J'en profite pendant que vous écrivez, je suis en train de roder un truc là. Alors, où est-ce que je l'ai foutu?
Je vous lis dans 2 secondes, hein. Je vous laisse faire vos bails et je vous lis dans 2 secondes. Tan, tan, tan. OK, ça c'est le V2. Elle est où la reconnaissance? OK, alors que je retrouve le bon anglais. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes ici. Hop là. Tac. Alors, qu'est-ce que ça dit? Tu penses quoi de Sailor? Est-ce que ses achats sont suffisants pour faire bouger le prix? Blablabla. Alors, ça fait longtemps que j'ai pas entendu de Michael Saylor et de MicroStrategy. J'ai pas du tout suivi leurs derniers achats. Tu sais quoi? Je vais aller vérifier un instant. On va partir sur Check on Chain justement. On va aller voir un petit peu. Je crois qu'il avait, il avait fait un suivi du coup des balances de MSTR, il me semble. Alors, est-ce que c'est là? Est-ce que c'est là? Parce qu'il me semble qu'il avait. Alors. Ouais, mais ça, c'est. Ça, c'est l'action MicroStratégie. C'est pas exactement ce que je cherche. Moi, je veux le prix du BTC et les achats de MicroStratégie. Est-ce que ça, tu l'as, mon cher? Je sais plus, là tout de suite, je l'ai pas. Dans l'ensemble, il y a eu des fois où j'avais l'impression que les achats de MicroStrategy pouvaient influencer le prix. Heu, j'ai pas particulièrement de preuves de ça, parce que notamment, ce qui se passe, c'est que les gros achats comme ça d'institutionnels se font parfois en OTC. Et comme ils se font en OTC, bah, ça n'a pas d'influence sur le cours du marché parce que ça passe pas par les exchanges qui font la fixation du prix. Ça passe de gré à gré, donc ça se voit on-chain, mais ça n'influence pas les indices de prix. Bah, c'est exactement ce que dit Arc juste en dessous. Voilà, exactement. Sailor fait quasi que du OTC, ça fait pas bouger le prix. Exactement, voilà, Arc, il a bien saisi. Et donc, dans tous les cas, je pense pas que ça aura une grande influence. Même quand il vend, la majorité du temps, c'est pas en spot sur les exchanges. S'ils le font, bah, c'est qu'ils le font de manière délibérée pour ou soit ils n'ont pas réussi à trouver d'acheteurs en OTC suffisamment, soit ils le font de manière délibérée pour dump et racheter plus bas, j'en sais rien, je sais pas comment ils fonctionnent. Mais dans tous les cas, la majorité de ce que fait Sailor, c'est de l'OTC. Donc ça a rarement de l'influence sur le prix. Voilà. Qu'est-ce que je voulais vous montrer? Ah ouais, je voulais vous montrer, bah, du coup, je vous ai parlé un petit peu de ce que je suis en train de développer et je vais vous faire un petit teaser exclusif. Bon, je suis pas censé le faire, mais j'avais envie de partager un petit peu parce que ça a un peu de gueule, c'est rigolo et je vais vous montrer un peu, ce que je suis en train de développer. Donc, c'est simplement un espèce de glassnode à la française. Hop là, voilà. Une espèce de plateforme qui vous permet du coup de récupérer plein de données on-chain et de les calculer de manière un peu différente, de manière un petit peu plus intuitive. On peut directement, ajouter, ajouter des formules, récupérer des données, il y a pas besoin de taper ou quoi. Tu insères ici, ça fait un nouveau graphique, ensuite après tu peux tout changer. Il y a quelque chose de très, très sympa et surtout, il y a une manière d'apprendre les données par arborescence et de comprendre d'où viennent les données. Ça, c'est clairement du comment dire? C'est pas du tout la gueule que ça aura pour l'instant. On est sur la phase de test là des différents outils, donc on fait des petites projections. Là, je suis sur mon installation locale, mais en fait, ça permet de savoir en fait une métrique que vous connaissez, bah, en fait, elle est peut-être liée à 2 données et comment est-ce que ces données influencent cette donnée. Donc, c'est une forme d'arborescence qui est super intéressante. Et il y a ce qu'on a appelé le pathway, qui n'est pas encore présent, je pense, dans le risk assessment ici, mais qui est du coup ce dont je vous parlais tout à l'heure, avec cette espèce mmh, de manière, de matrice de pensée procédurale qui permet de savoir à un moment donné, bon, vis-à-vis des signaux et de la stratégie que j'ai décidé, bah, quelles sont les actions que je devrais prendre. Et d'y aller de manière pas émotionnelle, mais de se dire simplement, là, la rationalité, si je devais l'automatiser, ce serait ça que je ferais. Donc, est-ce que je décide de le faire ou pas, c'est autre chose. Est-ce que je décide de l'automatiser ou pas, c'est autre chose. Mais on a plein de manières on est en train de construire des manières comment dire? De vous faire récupérer les données, de faire comprendre les données et de les rendre surtout actionnables. Parce que ce qui a été aussi mentionné en début de vidéo, c'est le fait que, bah, finalement les données, elles ont beau être là, est-ce
qu'on est capable d'avoir des actions concrètes, actionnables qui arrivent avec ça. Et du coup, bah, une des façons de le faire, c'est soit d'avoir une structure de pensée claire, une discipline qui amène d'une causalité à une conséquence, d'un signal à une action, ou sinon c'est l'automatiser. Et c'est des choses qu'on est en train de prendre en charge, donc ce sera un Glassnode, mais beaucoup plus basé sur l'actionnabilité des signaux. Et sur les stratégies de trading, on est même en train de développer l'outil de backtest. Donc, l'idée, en fait, c'est que vous puissiez accéder à toutes les données, toutes les manipuler dans l'espèce de workbench qu'on va appeler soit l'atelier, soit la menuiserie, parce que j'aime beaucoup Stupéflip et la chanson menuiserie de Stupéflip, donc j'aimerais beaucoup l'appeler comme ça. Et ensuite, après, il y aura la stratégie de backtest derrière, donc quelque chose de beaucoup plus concret finalement. Il y a des personnes je vais y arriver, qui connaîtront peut-être pas grand-chose à l'analyse on-chain, qui foutront des trucs et qui arriveront à avoir des stratégies propres, je pense même d'ailleurs, parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc voilà, c'est un petit teaser. Je vous en dis pas plus parce que c'est encore en phase de développement et du coup, je vais pas m'attarder dessus et je vais pas vendre trop de rêves non plus. Mais voilà, c'est mon petit bijou que je suis en train de monter. Ce sera quelque chose à part. Hein, ce sera vraiment, je pense pas que ce sera lié à CryptoStack Academy. Et puis voilà, s'il y en a qui sont intéressés pour faire les bêta-testeurs, moi, ça me fera plaisir de vous filer des liens d'accès pour tester le produit et le débugger quand il sera en version bêta, si jamais ça vous dit. Et puis voilà. J'espère que ça vous parle et que vous trouvez ça pertinent. Donc, je vous en parlerai plus. Si ça vous intéresse, en tout cas, je vous en reparlerai davantage dans l'avenir. Si ça vous intéresse pas, au pire, c'est pas grave. Moi, je respecte ça. Il n'y a pas de souci. Je le fais. C'est un outil que je fais surtout pour moi, en fait, à la base. Je me dis que ça peut être utile pour plein de gens, mais je le fais surtout pour moi, en réalité, parce que c'est exactement ce dont j'ai besoin. Mais je sais que si j'en ai besoin, il y en a d'autres qui en ont besoin. Donc, je pense que ça remplira pas mal de choses pour pas mal de personnes. Voilà. Est-ce que je le fais tout seul? Non, je suis avec 2 gars. Je pourrais pas faire ça tout seul. En fait, si je faisais ça tout seul, il faudrait peut-être que je le fasse tout seul avec de l'IA, mais j'ai pas le temps. Il faudrait que je me forme pour savoir comment pas faire n'importe quoi avec les outils IA que j'utiliserai. Bref, je suis un peu tâton et je sais que des fois, il faut savoir déléguer des tâches et du coup, j'ai trouvé des gars compétents, qui sont dans le même délire, et qui sont chauds de m'aider. Donc, voilà. Dans tous les cas, s'il y a un lancement en grande pompe, il y aura une présentation de l'équipe et tout, donc vous en saurez plus davantage à ce moment-là. Mais bon, voilà. Voilà, mais ça a l'air de vous plaire, c'est cool. Ouais, ok. Je vois qu'il y en a certains qui sont chauds pour être bêta-testeurs, donc c'est nickel. Nico qui dit que BTC Lab, il a fait une grosse mage aussi, c'est plus lisible. Ah ouais, c'est vrai que la mage qu'il a fait, elle est vachement mieux. Son API, surtout, elle est vraiment propre. Hein. On peut avoir des crédits API pour vraiment pas cher. Et du coup, avoir accès à des données. Vous pourriez simplement utiliser l'API du Bitcoin Lab et récupérer les données avec un petit logiciel de traitement que vous paramétrez par rapport à ce que je vous proposerai peut-être à l'avenir ou même qu'on pourrait faire ensemble sur un atelier de la section Elite, ça serait kiffant. Et juste en récupérant les données, vous pourriez déjà avoir des trucs actionnables de ouf, hein, avec des données de base. Hein, et lui, il a le pourcentage de francs profit des investisseurs à court terme. Vous avez vu tout à l'heure à quel point le pourcentage en profit des investisseurs à court terme, c'est un indicateur qui permet d'automatiser en tout cas de la prise de décision un peu aveugle, mais quand même d'avoir des super rendements. Alors, je ne vous ai pas montré les indicateurs de performance parce qu'il faudrait que je me logue sur mon outil de backtest et qu'il n'est pas fonctionnel, donc je ne vais pas le faire. Mais il y a quand même des trucs très très propres à faire en termes d'automatisation ou simplement d'optimisation de stratégie avec des données de base, quoi. Il suffit d'une API avec un call tous les jours, une requête tous les jours pour avoir la donnée du jour, et ensuite bah, ça marche 360 jours sur 5, enfin 24 sur 24 et sur 7, il y a vraiment plein de trucs à faire. Et j'ai l'impression qu'une bonne partie des analystes, en fait, se contentent du coup de garder le monopole de l'interprétation et de vivre de leur analyse et de filer au compte-gouttes un peu les informations à leur, à leurs auditeurs. Moi, c'est pas du tout mon objectif. Mon objectif, c'est de faire de vous des gens qui sont quasiment à mon niveau. En fait, l'idéal, c'est que vous ayez plus besoin de moi. C'est que vous ayez compris comment fonctionne l'analyse de chaîne, que vous ayez votre propre modèle et que vous deveniez autonome, indépendant et surtout rentable. C'est exactement mon objectif. Donc, à terme, ce genre de formation n'est plus censé exister parce que vous la maîtrisez et que vous avez même dépassé ça, quoi. Donc bon, voilà un peu la vision que j'en ai et ce que je compte produire pour apporter de la nouveauté dans ce milieu, à la fois sur le côté francophone et même sur le côté international, parce que je pense que ça parlera à beaucoup de gens à l'étranger aussi. Donc voilà. Merci de m'avoir écouté. J'étais super heureux de partager ce petit live avec vous encore aujourd'hui. C'était excellent. Je vous souhaite une très, très bonne, fin de soirée. Un bon printemps. Est-ce qu'on peut dire que mai en France, c'est le printemps, c'est pas encore l'été? Ouais, je dirais un bon printemps à tous. Et puis on se retrouve très, très vite, hein. Donc normalement, il y a une publication samedi si j'ai pas d'impératif ou si j'ai pas
de problème et dans tous les cas, il y aura aussi un live public la semaine prochaine. On reprendra pas les données de ce soir parce que j'ai pas envie de faire doublon pour vous. J'aimerais que vous puissiez y assister en vous disant: «Bah, ça vaut quand même le coup». Donc je vais encore partir sur d'autres angles, je pense, donc ça méritera que vous soyez présents aussi, quitte à intervenir, comme ça a pu être le cas ce soir avec Aurélien, c'était déjà très, très cool. Voili voilou, je vous souhaite une excellente soirée, merci encore pour tout et puis on se retrouve très, très bientôt. Prenez soin de vous. Ciao.